ligne droite de ce programme avec le dernier sujet inscrit à l'ordre du jour. Ils sont nombreux, ils sont analystes, ils sont simples citoyens qui pensent qu'il y a un spectre de malaise généralisé. Comment y pallier? C'est la question de ce matin. Ils pensent que presque tout est bloqué au Cameroun, presque tout est crispé. Comment expliquer cet état de choses? C'est la dernière problématique de ce matin. Léonce Awana, vous partagez d'abord cette opinion, ce regard qu'au Cameroun, en observant de manière un peu plus profonde, on a l'impression qu'il y a le spectre d'un malaise généralisé? Absolument, parfait. Je dis souvent que nous sommes dans un pays où très peu ont tout pris et beaucoup n'ont rien. Ça crée la confusion, ça crée le malaise généralisé, ça crée des frustrations. On a l'impression d'être dans un pays où on a un Tanga Nord, un Tanga Sud, où les gens roulent carrosse, ils ne payent rien, ils s'occupent de tout, pendant que beaucoup d'entre nous peinent à manger, peinent à avoir 2 repas par jour. Et ceux qui nous gouvernent depuis 43 ans ne font que nous promettre des choses qui n'arrivent pas. On promet des gouvernements qui n'arrivent pas, on promet des choses qui n'arrivent pas. Ça met donc les Camerounais dans une situation de frustration, dans une situation de malaise généralisé où, le grand frère Valère l'a dit, où on a l'impression d'être dans le noir absolu, où il n'y a même pas de torche, il n'y a même pas d'interrupteur, où on peut allumer. Donc à tout moment, on s'attend à tout, le peuple camerounais s'attend à tout. On a un président qui a 93 ans et qui, à cet âge-là, évidemment, on est patriarche, on s'occupe de ses bobos de santé. Donc, on ne s'occupe plus prioritairement de la gestion quotidienne de l'État du Cameroun. On a l'impression que le pays n'est plus gouverné. Nous sommes dans un bateau sans maître. Et donc, ça plonge les Camerounais dans une situation de chaos presque généralisé. Donc, je souscris totalement à cet avis qui, effectivement, pense que nous sommes dans le noir absolu. Nous sommes plongés dans l'incertitude absolue. On ne sait pas ce que le lendemain nous réserve. Chaque Camerounais, lorsqu'il part dormir, ne sait pas, quand il se réveille, ce qui peut se passer avec le Cameroun. Léonce, avec ce message quand même, est-ce que vous ne participez justement pas à faire tomber les populations dans une espèce de climat de psychose, ainsi de suite? Pourquoi pensez-vous que c'est le chaos à l'horizon? C'est pas trop excessif également comme cela? C'est pas excessif. Est-ce que le Cameroun est le premier pays qui a connu la situation actuelle? Un président de la République qui a un certain âge, et ainsi de suite. Absolument pas. Sauf que la situation du Cameroun est particulière parce qu'on a un monsieur qui a 43 ans au pouvoir. Ça fait presque un demi-siècle. Lorsque on a ce type de gouvernant qui est dans l'usure du pouvoir, parce que lorsque vous regardez la façon dont l'État du Cameroun est géré, vous comprenez que ceux qui gèrent l'État sont dans l'usure du pouvoir. Monsieur Biya en premier, il est dans l'usure du pouvoir, parce que 43 années, c'est beaucoup. Ce qui fait que les Camerounais sont habitués à la frustration au quotidien. Je l'ai dit, très peu ont tout pris et beaucoup n'ont rien. Il y a 1% de la population qui gère tout le Cameroun, toutes les ressources du Cameroun. Il y a une inégale répartition des fruits de la croissance. Ça crée des frustrations au quotidien. Quand on vous écoute, le Cameroun, c'est l'enfer, hein? On n'en est pas si loin que ça, parfait. Avec ce discours, est-ce que les bailleurs de fonds peuvent encore s'intéresser au Cameroun? Moi, je parle. Est-ce que les investisseurs peuvent venir? Je parle des faits, je dis, on n'en est pas si loin. Lorsque vous jetez un regard dans la gestion au quotidien de l'État du Cameroun, on n'est pas loin de l'enfer. Lorsque vous parcourez la société camerounaise, les Camerounais ont des terribles frustrations, parfait. Lorsque vous entrez dans un taxi, vous ne pouvez plus dire bonjour à quelqu'un, il vous répond, parce que les gens sont dans des frustrations terribles. Parce que très peu ont tout pris et beaucoup n'ont rien. Et parfois, ceux qui ont tout pris narguent même ceux qui n'ont rien. Nous sommes fatalement arrivés à ce niveau où ceux qui gèrent nos ressources nous narguent. Des gens qui roulent dans des véhicules de 80 millions, qui ne connaissent pas qu'il y a des secousses, qui ne connaissent pas que la route n'est pas bonne. Parfois, certains viennent découvrir que les routes ne sont pas bonnes à la 90e année lorsqu'ils ont 80 ans, 90 ans. Alors qu'ils sont au pouvoir depuis 40 ans. Ils ne savent pas que les routes ne sont pas bonnes. C'est lorsqu'ils décident de prendre la route à 90 ans qu'ils se rendent compte que la route n'est pas bonne. Vous voulez parler de qui? Je ne sais pas trop. Mais il y a un monsieur là, il est responsable de quelque part. C'est un homme en tenue? Non. C'était? Il avait pris la route et puis il s'est rendu compte à la fin que la route n'était pas bonne. Très bien.
Le docteur colonel Badjek, Léon a essayé d'énumérer, hein. Les autres pourront également énumérer. Le taux de chômage a atteint des niveaux les plus inquiétants, la misère ambiante, les problèmes d'examen scolaire, l'admission au niveau des concours administratifs, l'eau, l'électricité, et on peut en citer jusqu'à demain matin. Tout ceci confirme le spectre d'un malaise généralisé. Bien, le problème c'est que certains peuvent avoir la démagogie de ne pas considérer qu'il y a un malaise. Bessa a parlé tout à l'heure de ce tunnel, de ce noir. Moi j'ai dit comme ça, j'ai mis, ouais, il faut une torche. Et c'est justement cette torche qui n'existe pas pour le moment. C'est comme si la vie nationale avait admis fondamentalement un hiatus, c'est-à-dire une interruption. Et que aujourd'hui, le peuple qui voudrait jouer un autre rôle, hein, parce que l'opinion est d'autant plus importante aujourd'hui dans ses idées, dans ses positions, eh bien, regardez, voir clair dans la continuité institutionnelle. C'est cette continuité institutionnelle-là qui a peur beaucoup plus l'opinion. Et que si jamais on ne voit pas clair juste après, eh bien, il y aura donc ce problème. Et je vais vous dire que plus la population ne pense pas avoir une direction qui l'amène dans la résolution des enjeux et défis, plus elle est inquiète. Il y a cette lassitude généralisée qui est en train d'être perçue, et que cela pose dans notre notation au niveau de notre outil propriétaire, c'est-à-dire le RCB, ça augmente la chrysogénèse de notre pays considérablement, et nous sommes dans un empilement de micro-phénomènes, de micro-événements, ce qu'on appelle des signaux faibles, qui continuent à s'entasser jusqu'au jour où une étincelle fera tout flamber. Donc, je pense qu'il est de la plus grande responsabilité de ne pas avoir peur de gérer ces problèmes, de les évoquer. Ils vont arriver. La continuité institutionnelle, ce n'est pas un sujet tabou aujourd'hui. Il faudrait qu'on puisse trouver, n'est-ce pas, les déterminants de cette solution. Merci, hein, docteur, pour ce regard. Entre-temps, Robert Ouafo, même sur ce plateau, que ce soit les analystes que j'ai eu à rencontrer, me font toujours comprendre. Il y a une expression, hein, sur les réseaux sociaux, si ce n'est pas un matin, ce sera un soir. Quelque chose arrivera. Maintenant, certains sur ce plateau apparemment partagent cette vision. Est-ce qu'il n'est pas temps que nous puissions justement donc asseoir une stratégie, une bonne stratégie pour que ce qui pourrait arriver ne puisse pas arriver pour le bien des Camerounais? Tout est à refaire. Ah bon? Eh bien, tout est à refaire. Et le plus tôt serait le mieux. Parce que, voyez-vous, on est arrivé à un stade où tout peut arriver. Je dis, mais tout est à refaire et tout peut arriver. La 5e colonne. J'ai parlé de la 5e colonne là tout à l'heure. Décidément. Vous avez semblé demander, c'est quoi la 5e colonne? C'est pour ma culture générale. Oui, mais je vous ai donné une indication. Je vous ai dit, si ça arrive là demain, est-ce que le président du Sénat va assurer l'intérim? Je ne suis pas sûr. Les textes lui donnent mandat. Est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'il va donc assurer cet intérim-là? Vous ne dirigez pas un État avec les textes en vigueur? J'ai l'impression que vous êtes dans le monde merveilleux de Walt Disney. Je vais vous dire une chose. Les clans sont là. Les clans sont connus. Quand vous regardez la succession de détournements qu'il y a dans ce pays, vous voyez, rien ne bouge. On n'attrape personne. Ça ne vous dit rien. C'est parce qu'il y a non seulement les auteurs, il y a les co-auteurs, il y a les commanditaires, il y a même les complices, etc. Ils se tiennent. Depuis le scandale du Covid, qui est-ce qu'on a arrêté au niveau de la haute sphère gouvernementale? Personne. La Can Gate, on a arrêté qui? Personne. L'Or Gate, on a arrêté qui? Personne. Quel est ce pays où
la douane camerounaise déclare avoir exporté 22 kg d'or. Mais l'ITIE, l'initiative pour la transparence des industries extractives, pour uniquement Dubaï, parle de 15,2 tonnes d'or. Et nous sommes pratiquement à 2000 milliards. 2000 milliards de francs CFA. On n'a pris personne. Aucune enquête n'est ouverte. Et des sources font état de ce que de 2021 à 2000, non de 2021, non de 2018 à 2025, 177 tonnes d'or sont sorties du Cameroun. Vous parlez des tonnes. Mais je vous parle de tonnes. Je vous parle de tonnes. Une monnaie. Parce que l'or est converti. C'est la monnaie refuge des pays qui en disposent. Voilà. On n'a pris personne. Vous comprenez qu'il y a une mafia solidement incrustée dans toutes les sphères de décision de ce pays qui s'est occupé de cet or. D'ailleurs, on a même vu, lors des obsèques de l'ex-ministre Dodo Doké, l'actuel ministre de la fonction publique dit faire une déclaration fracassante pour dire qu'il n'est pas mort pour rien. Il avait dit qu'on n'a pas besoin de tuer son frère pour s'élever. Tout à fait. Il a dit devant Dans tout ça, dans un pays normal, dès qu'on fait une déclaration pareille, le procureur de la République ouvre une enquête. Et s'il avait fait très tôt... Vous voulez qu'on interpelle le ministre en 2021, non. Il se sert de la déclaration donc du ministre pour ouvrir une enquête. Mais il n'a pas fait. Le procureur de la République territorialement compétent ne l'a pas fait. Maintenant, sur le plan social, mais bon Dieu, le Cameroun se faisait remarquer par quoi? Par le fait que l'État aidait, n'est-ce pas, les étudiants, même les collégiens ou alors les lycéens de familles pauvres à pouvoir poursuivre leurs études. Ils avaient des bourses universitaires. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Bien au contraire, on leur demande de payer la scolarité. Et pendant ce temps, on vous dit 2000 milliards de francs CFA sont allés dans les poches des individus. Mais vous croyez que ces étudiants-là, les familles de ces étudiants-là, quand eux, ils apprennent cela, vous croyez qu'ils peuvent être contents? Quand vous mettez le SMIC à 41 200 francs CFA, ils apprennent entre-temps, quand ils gagnent, à braquer 2000 milliards de francs CFA. Mais vous voulez qu'ils soient comment? Quand vous finissez vos études, vous n'arrivez pas à trouver du boulot. Et pendant ce temps, vous entendez que les gens ont détourné 2000 milliards de francs CFA. Mais vous savez comment? Et regardez, je reviens, n'est-ce pas, au niveau du gouvernement. Vous croyez que ces ministres eux-mêmes sont sereins? Vous avez un président de la République qui, depuis le 31 décembre 2025, réitéré le 10 février 2026, proclame que le gouvernement sera remanié. Dans les tout prochains jours. Jusqu'à présent, il ne fait rien. Vous croyez que c'est quoi? Ce sont ces clans qui l'ont paralysé. Il n'y a rien à faire. Ces clans ont mis la cale, comme on dit au quartier, que tente voir. Tente et toi tu verras. Sinon, qu'est-ce qui peut justifier que le président de la République a utilisé près de 500 ministres? On parle de 493. Qu'actuellement, ils sont incapables de faire un remaniement. Avec tous les signaux qui sont au rouge. Le président a été encerclé. Mais il n'a pas dit ça. Ah bon? Mais vous parlez de quoi? Quand on parle des clans, vous croyez que c'est quoi? Les clans ont neutralisé. C'est pas excessif? C'est pas excessif. C'est lui le président. On ne peut pas, dans un pays, détourner 2000 milliards, c'est-à-dire tout le monde le voit, et vous êtes président de la République, on n'ouvre aucune enquête judiciaire sur cette affaire. Vous parlez même de quoi, là, au juste? On détourne les fonds d'un Covid, les individus s'enrichissent sur la détresse des compatriotes. Le président de la République ne dit rien. Très bien.
on détourne les chantiers de la canne. Le président de la République ne dit rien. Mais il faut comprendre, moi, la déduction que moi je peux faire, c'est que ils l'ont neutralisé. Merci. Parce que faire un remaniement, c'est quoi? C'est s'asseoir, coucher ça sur un papier, envoyer un homme de confiance, aller à la télé. Parce que même pour ce remaniement-là, et même pour ce remaniement-là, je vais vous dire une chose. S'il publie, si par extraordinaire, il fait un remaniement, et qu'il publie comme il a l'habitude de le faire, c'est-à-dire il envoie des gens. Il y a des ministres qui vont dire qu'ils ne partent pas. Vous êtes sérieux là? Il y a des ministres qui vont dire que ce n'est pas lui qui a fait ce remaniement. On va émettre des doutes. Oui. Il y en a qui vont dire qu'ils ne partent pas. Merci Robert Wafo. Il y en a qui diront ça ne peut pas être lui. On va repasser Nous, la on ne bouge parole. pas. Et chacun maintenant ira au niveau des FDS, c'est-à-dire des forces de défense et de sécurité, alerter les proches. Et Yaoundé va donc devenir ce qu'on n'a jamais voulu voir. Non, David et Laissez David et mon colonel, on a compris. écoutez colonel, c'est tel que ça se présente là. Je vais vous dire, ça c'est pour chuter. La guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, les gens ont fait semblant d'ignorer les origines de cette guerre. L'origine de cette guerre date de Houphouët-Boigny, quand il était vieux. Ça se signalait des tas. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Écoutez, Et le Cameroun reste le Cameroun. écoutez, on a vu cela, on en parlait en Côte d'Ivoire comme nous on en parle ici aujourd'hui. Merci. Mais quand il est parti, vous avez d'abord vu, là, donc pour annoncer c'était difficile. C'est compris. Ensuite on a annoncé, David Eboutou. et qui devait succéder, il y a eu des problèmes. Donc vivement que le président de la République, n'est-ce pas, tranche cette affaire, qui nomme un vice-président, qu'il fasse le remaniement. Vous l'avez dit. Même comme je ne m'attendrai à rien. Mais au moins David que sur la Eboutou, forme, qu'il le fasse. David Eboutou, de plus en plus dans ce pays que l'on appelle Cameroun, ils sont nombreux qui évoquent cet aspect des choses, aspect évoqué encore par Jean-Robert Wafo. Cette affaire des clans, ils sont nombreux qui pensent que de plus en plus au Cameroun, des clans pratiquement identifiés par certaines personnes existent bel et bien, et ces clans qui se font une guerre à nul autre merci, bloquant ainsi l'appareil gouvernemental. Si cela est vrai, est-ce qu'il n'y a pas un danger au niveau de la République? La vérité, c'est que nous avons longtemps travaillé sur cet aspect dans le mouvement que je coordonne, le CPF 2025. C'est d'ailleurs ce qui a motivé le positionnement politique que nous avons pris à l'occasion de cette présidentielle. Nous avons dit, parce que les Camerounais ne lisent pas beaucoup, malheureusement, nous avons motivé notre choix de soutenir le président en lui proposant un certain schéma. Nous avons parlé à l'intérieur de mandats chantiers qui devaient basculer vers un mandat transitoire. Pourquoi? Parce que nous nous inscrivions déjà sur une perspective empirique et une perspective pragmatiste. Je m'explique. Vous parlez de clan. Nous ne sommes pas des Tchadiens, nous vivons au Cameroun. Donc nous connaissons, nous entendons des choses, nous voyons des choses. Et effectivement, il n'y a pas à mettre des pointillés. Il y a effectivement aujourd'hui des clans dans notre pays qui s'organisent dans le sens de prendre effectivement le pouvoir. Vous les avez identifiés, David? Oui, mais écoutez, nous sommes des analystes. Le premier clan, c'est lequel? Écoutez, on peut donner quelques signaux. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, au niveau de la présidence de la République, il y a un clan là-bas. de positionnement de ce côté-là qui s'organisent autour d'un certain nombre de fonctions. Vous appuyez sur quoi? Je ne vais pas les nommer, je suis un analyste et je le fais. Et quand je le dis, il y a donc... c'est d'ailleurs pour cela que je peux trouver, on peut m'en excuser, un peu naïf ceux qui pensent que on devrait peut-être rester dans la simple critique puérile sans en prendre les moyens d'alerter le peuple à ce que celui-ci se positionne pour influencer ce qui est susceptible d'arriver. Qu'est-ce que j'entends par là? Je crois que, je le crois intimement, le président de la République, qu'on le veuille ou pas, du fait de sa longue expérience à la tête de l'État, du fait qu'il soit aujourd'hui le fonctionnaire le plus expérimenté à la tête de notre État,
le fait de sa connaissance des rouages de la République, être la clé de voûte de notre pays aujourd'hui et pourrait être celui qui pourrait nous faire sortir du grand trou noir dont certains parlaient tout à l'heure. Et c'est pour cela que je crois qu'un petit sursaut de sa part pourrait venir dissiper justement les intentions malveillantes des uns et des autres qui s'organisent ici et là. Quand je parle de s'organiser, nous on n'a pas d'argent, vous savez très bien qu'il y a des gens qui ont des fortunes de guerre. Vous parlez tout à l'heure de 2000 milliards qui se sont évaporés dans la nature, bon Dieu. Vous imaginez très bien 2000 milliards, ça peut se retrouver où? Puisque Dubaï dit qu'il n'a pas vu ce type de montant, ça se retrouve dans où? Forcément entre les poches de quelques individus. Et qu'est-ce que cela pourrait financer dans la logique de la captation du pouvoir? Faisons ce type de lecture-là. Donc, en réalité, quand ces gens-là pourront se déchaîner pour capter le pouvoir, ceux qui en souffriront, c'est le petit peuple. C'est nous autres. Comment, donc, la question que moi je me pose aujourd'hui, comment nous, petits peuples, pouvons nous organiser, n'est-ce pas, pour influencer cette affaire-là dans le sens de remettre la balle au centre? Ou alors que cette affaire aille dans le sens de celui qui peut bénéficier de la véritable légitimité du peuple. Parce que tel que ça se dessine, la crainte, effectivement, c'est que cette affaire-là aille dans le sens des légitimités dévoyées ou des légitimités construites. N'est-ce pas? C'est-à-dire que quelqu'un qui est à côté de celui qui détient le pouvoir peut profiter de cette proximité-là à partir des moyens qu'il aura accumulés parce qu'il a un certain niveau d'information, créer justement un certain nombre de conditionnalités pour arriver à l'objectif final. Et donc, nous qui observons dans ces questions-là avec une certaine attention, disons donc que nous pensons que le débat aujourd'hui ne doit pas revenir sur de simples critiques. Oui, la réalité est claire. Il y a une incurie généralisée dans notre pays, que ce soit au plan social, culturel, financier, économique, politique. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Il n'y a rien qui vaille dans notre pays en ce moment. Peut-être à part les prostituées et la bière. Ah bon? Mais tout va mal. Quelqu'un sortait une image tout à l'heure, je crois que c'est Léonce, même quand vous entrez dans un taxi, quand vous saluez votre compatriote, vous avez l'impression que le civisme est devenu une insulte. Les gens ont les nerfs à fleur de peau. Les gens ont les nerfs à fleur de peau. Qu'est-ce qui ne va pas? Une société crispée. Donc, le constat est là. Mais qu'en faut-il faire pour que ceci ne bascule pas vers une situation où tous nous serons finalement perdants? C'est la question que j'ai posée tout à l'heure. Et est-il possible de rattraper? Oui. En quoi faisant? J'ai commencé à le dire à mon prologue en disant que nous avons pensé au CPF que le président, malgré tous les griefs qu'on lui fait, demande la clé de voûte. Il peut rattraper un certain nombre de choses. Aujourd'hui, il détient encore les leviers institutionnels et politiques. Très bien. Qui peut mobiliser à son niveau pour nous sortir de l'ornière. Et cela commence déjà par renouveler sa classe politique. Il faut qu'il renouvelle la classe politique, le président de la République. Il faut qu'il injecte de nouvelles figures. Il y a des visages institutionnels là que le peuple ne veut plus voir. Ah bon? Oui, il y a des visages qui rappellent les frustrations du peuple. Vous êtes de ceux qui pensent qu'il y a certains ministres et certains DG, en réalité, lorsqu'on regarde même leur visage à la télévision, le peuple est fâché. Oui, et détourne donc ces colères-là sur le président. Et donc nous expliquons donc trivialement au président que, monsieur le président, peut-être le problème n'est même pas vous, mais pourrait être vous simplement parce que vous continuez de maintenir ces fossiles qui vous entourent et qui sont le malheur, qui constituent le malheur du peuple. Et le peuple a l'impression qu'en les gardant, en réalité, vous leur faites insulte. Eux qui viennent de vous conférer un autre mandat. Merci. Donc nous avons donc dit qu'aujourd'hui, nous voulons donner un peu d'énergie au président pour qu'il nous laisse un pays debout en prenant sur lui de multiplier un certain nombre de réformes et en portant un certain nombre de fonctions stratégiques, un certain nombre de nouveaux visages, mais qu'il commence par l'essentiel, qu'il nous nomme un vice-président. Valère Bessala, je ne sais pas, des mémoires de journalistes, je vais encore mieux fouiller. Est-ce que nous étions déjà arrivés à une gestion qui aurait voulu qu'on puisse arriver au mois de juin sans qu'un budget soit engagé? Ça cache quelque chose ou bien ça peut arriver? Non, ça ne peut arriver que dans un pays qui a atteint les profondeurs des abîmes et des abysses comme le nôtre. Docteur Eboutou sait tout
plaisir et la sympathie que j'ai pour lui. Il a dit, le président de la République est la clé de voûte. La clé de voûte. Moi, je vais même lui dire qu'il est un tantinet très... comment moi je vais dire ça comme cela? Il donne au président trop de valeur ou trop d'importance. Une voûte a été créée au-dessus du président de la République, donc il n'a pas la clé. Parce qu'il dit que le président de la République est la clé de voûte. Est la clé de voûte. Ils ont créé une autre voûte, dont le président n'a pas la clé. C'est-à-dire que le président est dépassé. Et il est dépassé, non pas parce qu'il ne... Comment dire? Il n'a pas de son expérience, oui, il en a. Mais quand vous avez atteint l'âge là, où vous dépendez de vos collaborateurs, c'est-à-dire administrativement, politiquement, il crée des fumées autour de vous, non seulement pour vous asphyxier du contact direct avec le peuple, mais surtout du contact direct avec la vraie information et la bonne information. Je suis déjà dans votre sujet, le malaise. C'est-à-dire que le premier malaise, c'est que le peuple se rend compte que le président ne le connaît pas. Aussi simple que ça. Le président ne connaît pas son peuple. Vous imaginez ça? Donc, vous allez comprendre une affaire, c'est que si vous partez de l'élection présidentielle, vous avez parlé des gouvernements et ainsi de suite, le président dit une chose et d'autres en font une autre pendant plus de 7 ans. Le président de la République est arrivé au niveau où il dit personne n'exécute. Le président de la République est arrivé où il va même en campagne, on dit il ira en campagne à Marois, là-bas, et puis il ira à Monatélé. Il va à Marois, il rentre à Etoudi, il ne va plus à Monatélé, les gens sèchent sous le soleil jusqu'à minuit, le président n'est jamais arrivé, et tout se passe comme lettre de la boule. Donc le président s'en fout du peuple. Parce que vous ne pouvez pas imaginer un seul instant. Imaginez un seul instant, si ça avait été un candidat en vue, peut-être dans l'opposition, on sait qu'il ira à tel endroit, il ira à tel endroit, et il n'est pas allé à cet endroit-là. Vous savez ce qu'on aurait dit? Et peut-être le camp d'en face aurait dit. Donc vous comprenez que les seuls moments où le peuple a eu l'occasion, du moins le peuple, à part Marois, le peuple du Septentrion, ou le peuple du centre à Monatélé, de voir le président avec les yeux, de l'entendre parler d'un sujet qui n'est pas un sujet du 31 décembre ou du 11 février, le président a décidé de ne plus aller. Et on ne nous a jamais donné d'explication. Jusqu'aujourd'hui. Vous imaginez cela? Donc, premier malaise, le peuple s'est rendu compte que le président l'a oublié, ou le président, vraiment, j'ai dit, s'en fout de lui. La deuxième chose, c'est que, je parle du malaise, hein. L'autre malaise, là je passe par une anecdote. Alors je suis quelque part, et un jeune homme vient vers moi, et on ne dit pas tout n'importe quoi, et il me dit, grand frère, regarde mon téléphone. Et alors il me sonne dans le téléphone, je vois un jeune homme, dans une marque de voiture de sport. Et je lui dis, mais c'est quelle marque ça? Il me dit, une Lamborghini. Elle coûte environ 180 millions de francs, presque 200 millions de francs. Et le gars est où? Il l'a conduit où? Il est à Dubaï. Vous venez de parler de Dubaï, non? Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Il me dit, non, c'est l'office de la personne qui s'occupe des affaires particulières de la cuisine du président. Il dit, ah bon? Je dis, ah bon? Bon, il ne m'a pas dit ça comme ça, c'est moi qui vous dis ça comme ça pour que votre télévision reste deuxième. Nous espérons que vous avez des éléments de preuve. Bon, vous savez de quoi j'ai parlé, moi je ne sais pas de quoi même j'ai parlé. Alors, je dis, mais attention, ah bon, il a quel âge? Il a 19 ans, ou 20, maxi. Alors, vous imaginez, un fonctionnaire, un haut fonctionnaire, j'ajoute haut pour qu'on pense quand même qu'il peut justifier un certain type de confort. Un haut fonctionnaire de l'État. Donc un enfant de 19 ans, ça veut dire que théoriquement, il ne travaille même pas encore. Il ne sait pas s'il a fini l'école. Il est à Dubaï, dans une voiture de presque 200 millions de francs, il roule dedans. Dites-moi même que c'est une voiture de location, on lui prête ça comme ça. Imaginez ce que son père a comme fortune. Parce qu'on parlait de 2000 milliards et plus. Son père fonctionnaire, il n'est pas un homme d'affaires. Bon, oui, on a appris quand même qu'il crée des affaires un peu partout. Encore que c'est encore dans le pétrole du pays. On ne sait pas comment. C'était le code du pétrole. Je crois que M. Léon a parlé tout à l'heure. Le code pour avoir assez au pétrole du pays, créer des entreprises, et ainsi de suite. D'autres ont le code de l'or pour... voilà. Mais lui, il a un enfant de 19 ans. Voilà notre malaise. C'est-à-dire que ces gens, ils narguent le peuple camerounais. Et ça a déjà atteint comme une schizophrénie, comme une maladie. Même chez les enfants. Personne ne se cache plus. Vous voyez? Personne ne se cache plus. Donc, voilà un deuxième sujet de malaise. On peut citer plusieurs, mais je vais encore aller sur certains. Alors, les Camerounais sont dans les mois. Un enfant si a été victime de violences sexuelles. Un autre a été victime. Et puis, on zappe les réseaux sociaux.
on voit quelqu'un qu'on estime à côté du président en train de fêter et en train de se trémousser. On se dit, Seigneur. Et c'est la personne-là, justement, qui peut être, et qui est une femme en plus, qui pourrait dire, mais même un petit message de compassion. Un petit message de compassion à cette femme dont l'enfant a été victime d'une telle chose pareille. Vous imaginez? On a atteint un niveau de malaise où... Vous avez parlé, c'est vous qui avez parlé, on a parlé des réseaux sociaux avec le premier sujet. Bon, moi je suis sur ce fil rouge. Où on voit le président se filmer, on connaît comment l'entourage du président, le président a toujours été très jaloux de sa proximité, ainsi de suite. On voit un mec avec des cheveux comme des gens que nous chassons dans les quartiers là, qui nous vendent, qui vendent du tabac et du joint à nos enfants. C'est à côté du président et les choux gras dans le monde entier. On s'est dit, est-ce que Paul Biya vraiment, quand il était encore lui-même, pouvait accepter qu'un individu pareil, qui ne reflète pas l'éducation qu'il a voulu pour le petit Camerounais de ce pays, l'approche. Et il est arrivé là-bas, comment? Jusqu'à prendre une photo. Et donc vous savez, tout ce qui touche au président, c'est un symbole. Parce que quand un enfant, il récite Paul Biya depuis sa naissance à l'école maternelle, primaire, ainsi de suite, on dit Paul Biya c'est le modèle, c'est le président. Et puis il ouvre le téléphone, il voit un individu pareil à côté du président. Attends, moi aussi je peux mettre les locks et arriver auprès du président et être débraillé comme ça et toucher. Et un autre même d'ailleurs à l'anniversaire du président, tapote le président dans le dos. Oh Seigneur. On a atteint ce niveau de malaise. Monsieur, papa ici, moi je laisse mes histoires dehors de ceci, de cela, c'est trop gros. Je montre les symboles dans lesquels nous sommes déjà arrivés parce que le président atteint cet âge-là qui n'est pas mauvais pour un être humain normal. Nous souhaitons la vie à tout le monde. Très bien. Mais dans la vie du pouvoir, l'exercice du pouvoir, il y a un âge que quand on l'atteint, il faut qu'il reflète davantage les valeurs et les vertus. Alors, je sors par un dernier malaise parce qu'il y en a tellement, on peut en citer jusqu'à demain. L'autre malaise, c'est que il remonte sur Paul Biya lui-même. Biya âgé, on voit qu'il a des malaises de son âge. Pourquoi il ne fait pas comme Ahidjo? C'est-à-dire? Ahidjo a démissionné. En 82, Ahidjo a dit, bon voilà, c'est après qu'on a même su que non, il ne se sentait pas déjà bien. Il s'était dit, d'ailleurs, c'est écrit dans les livres, il disait, bon, vous voulez un jour me voir, parce que quand les nordistes, bon, on le voit pour dire, non, Massa, il faut rester au pouvoir, tu ne peux pas nous faire ça. Delphine Zanga, je crois, je peux me tromper. Elle s'est couchée à pleurer devant, non, tu ne peux pas nous laisser, Massa. On a dit, non, écoutez. La politique n'est pas un choix. Ça, c'était une option d'Ahidjo. Et le président Ahidjo dit, donc vous voulez me voir tomber un jour parce que je garde le poste. Là, je venais de paraphraser pour dire, en fait, que il y a une sagesse dans l'abdication. De dire, je vois 30 millions de Camerounais errer, souffrir dans le noir, maltraités par mes collaborateurs que je n'arrive pas plus moi-même à contrôler. Il vaut mieux que je me retire et que je libère ce peuple pour qu'il continue parce que le Cameroun est au-dessus de moi. Le Cameroun est plus fort que moi. Le Cameroun est plus important que moi, ma petite personne, Paul Biya. Et en plus, mon prédécesseur, il a démissionné. Les raisons, on les connaît, on les sursure, mais il pourrait le faire moi aussi. Pourquoi il veut nous faire ça? Vous appelez le président à démissionner ce dimanche. C'est donc ça le malaise. C'est le plus grand malaise des Camerounais aujourd'hui. De penser que le président finalement il ne nous aime pas. Parce que si un chef de famille, est à la tête d'une famille, et que sa famille est en train d'aller à volo couler dans le fond des abysses, et comme lui veut toujours garder la main qui ne tient plus, il y a un problème. Ça veut dire que ce n'est pas lui. Merci. Ce n'est pas lui. Merci, Valère. C'est lui qui déteste le Cameroun. Et ce n'est pas l'inverse. C'est une opinion. Madame Abega, malaise généralisé, est-il possible de rattraper? Je vais rejoindre certains de mes copanélistes qui ont parlé avant moi. Je vais dire que il est possible de rattraper le malaise et le chef de l'État a les leviers de rattrapage de ce malaise. Si je reviens en arrière lors de la présidentielle, il y a le ministre de la Communication qui a dit, lorsqu'ils ont spéculé sur la candidature ou non du chef de l'État, il a dit c'est du 50-50. Et un autre ministre est sorti. Il a été recadré brutalement. Par un autre ministre. Alors, c'est pour dire que nous sommes aussi au niveau où le président dépend du 50-50. Parce que c'est lui qui a la décision. Et le peuple attend aussi de lui, en dehors de la décision, le peuple attend de lui les apparitions. Le peuple peut être rassuré que le président est là. Les silences du président entraînent le peuple dans la spéculation, entraînent le peuple dans l'abandon, entraînent le peuple dans un sentiment
dans le sentiment d'être délaissé, de ne même plus être considéré. Et puis il y a autre chose. Quand j'ai dit le président a les leviers, lui-même a laissé bâtir des rocs autour de lui, des empires. Parce que quand quelqu'un a 10 ans, 15 ans, 20 ans au même poste, d'autres ont même 30 ans au même poste, les postes de responsabilité, ministre, DG, PCA, DGA, ainsi de suite. On les a oubliés. D'autres sont même morts. Mais leurs ombres continuent de régner parce qu'ils n'ont pas été remplacés à ces postes de responsabilité, comme s'il n'y avait pas d'autres Camerounais pour les remplacer. On se retrouve donc dans une administration, dans un pays où d'autres ministres se retrouvent en train de donner les ordres à d'autres ministres. Ou alors d'autres ministres se trouvent en train de donner des ordres aux administrations rattachées à d'autres ministères de tutelle. Donc il y a un enchevêtrement. Et d'autres ministres qui donnent également des ordres à d'autres ministres qui refusent d'appliquer. Voilà. Donc on se retrouve dans un enchevêtrement de rôles, une cacophonie gouvernementale qu'on n'arrive pas à contrôler. C'est pas ce qu'on appelle en bêtis les boulganjanga? Oui, non, moi je vais parler à Manguissa, Iboulkanjanga. Donc je veux dire qu'on se retrouve dans cette cacophonie-là. Et le président de la République a le remède, il a la solution. Donc, nous attendons qu'il réagisse. Très bien. Parce que lorsque les silences sont prolongés, le peuple rentre dans la spéculation. David parlait tout à l'heure de tout le monde qui est devenu nerveux. Et c'est vrai, la nervosité s'est installée parce qu'on a le sentiment d'être lésé. On a le sentiment que nous n'appartenons pas au Cameroun, donc nous ne pouvons pas bénéficier de ce que la nature elle-même nous a légué gratuitement. Dans votre sens, Madame Abega, en 82. Vous m'avez arraché la parole. Hein? Je vous en prie. La transition entre le président et le président Aïdjo s'est bien passée parce que à cette époque-là, les ministres n'étaient pas des multimilliardaires. Donc même ceux qui contestaient n'avaient pas la possibilité de passer à l'acte. Mais aujourd'hui, 10 secondes, je veux 10 secondes. Aujourd'hui, ces clans-là qui s'activent dans la perspective du grand soir ont des moyens de guerre. Il faut le dire. Donc ce sera compliqué. C'est pour ça que je dis... Vous avez des éléments de preuve. Mais comme Badé a dit, c'est 2000 milliards d'avant. Peut-être c'est disséminé. Entre le Cameroun et Dubaï. Ça va coûter quoi? Merci. Hein. C'est pour ça que je dis le président de la République gagnerait à clarifier les choses pendant qu'il est encore là. Il nomme un vice-président, il fait un remaniement, et surtout il nomme un vice-président parce que c'est très important. Parce que si pas sans désigne un vice-président, le pire est à craindre et pas à souhaiter. Justement, pas l'apologie du pire sur ce plateau, mais je vous propose ce dernier reportage de la semaine. Il s'agit de ces pèlerins justement camerounais qui viennent de la Mecque et qui sont allés prier pour le pays. On a la nette impression qu'il faut justement beaucoup prier pour les Camerounais. Ils ont atterri du côté de Koutaba. C'est un reportage de Edmond Fautué. Vive émotion ce 16 juin 2026 à l'aéroport de Koutaba, dans le département du Noun, région de l'Ouest. 211 pèlerins sont de retour après 2 semaines passées en Terre Sainte. C'est un pari réussi, une fois de plus, pour la fondation Fifen Soulé, fortement impliquée dans le financement et l'encadrement des pèlerins. Oh, Inch'Allah. Vraiment, c'est avec beaucoup de joie que je vous le dis, et avec beaucoup de fierté. Moi, je suis c'était 200 pèlerins, je suis allé au-delà. Nous avons encore un autre cap pour l'année qui vient, mais nous espérons que nous allons toujours faire notre objectif. Nous sommes fiers du résultat, vraiment, le voyage s'est très bien passé. Bon, nous sommes partis avec un total de 211 pèlerins. Il y a eu quelques restes dû au retard, on aurait dû partir avec un peu plus, mais finalement, nous nous sommes retrouvés avec 211 pèlerins. Nous avons voyagé et nous sommes bien revenus. Le travail s'est bien passé. Et dans la foulée, la fondation a financé une vingtaine de pèlerins. Comme à l'aller, 2 vols sont consacrés au retour des pèlerins. C'est la liesse populaire.
C'est une édition spéciale baptisée Fifen Soulé, organisée non seulement pour pérenniser l'œuvre de ce grand humaniste, mais aussi en hommage à la mémoire du patriarche Fifen Soulé, décédé l'année dernière. C'est un vibrant hommage que l'ensemble de la région de l'Ouest et notamment les pèlerins rendent au patriarche. Ce Fifen qui, grâce à qui cette opération s'est bien déroulée à partir de l'année passée. Bien évidemment, grâce à l'important appui qu'il a apporté à côté de l'État du Cameroun pour faciliter, n'est-ce pas, ce voyage des pèlerins depuis l'année passée. Mais nous voulons davantage dire notre gratitude à sa descendance qui a bien voulu pérenniser, n'est-ce pas, cette belle initiative que le gouvernement du Cameroun salue à sa juste valeur. Grand architecte, c'est grâce à la diplomatie de cet illustre disparu que les fils et filles du Noun participent massivement chaque année au Hajj. Je dois d'abord commencer par un sentiment de joie, de fierté. Quand je vois encore que l'esplanade de l'aéroport est pleine de monde, ça veut donc dire qu'il y a les morts qui se sont ressuscités. L'aéroport de Koutaba est encore en vie. Grâce à un patriarche, El Hadj Fifen Soulé, à qui nous remercions encore, nous rendons grâce à sa pure bonté. Après la réussite des 2 vols retour des pèlerins du Noun, l'équipage commandé par Alexandre Fauchivé est félicité par le secrétaire général de la région de l'Ouest, Adré et Pentetazeux, représentant le gouverneur et les autorités locales. En terre sainte, les pèlerins du Noun ont élevé les prières vers le Très-Haut pour la paix au Cameroun. Les intentions de prière, c'est des intentions positives. Que Dieu nous amène à se rendre compte qu'on a été créé par lui et qu'on ne peut vivre que pour lui et qu'on ne peut espérer qu'à travers lui. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Il est parfait. Nous lui avons demandé beaucoup de choses et pour nous-mêmes et pour notre entourage et surtout pour les populations que nous incarnons. Un retour des pèlerins du Noun qui se déroule sans difficulté, les forces de sécurité ayant joué pleinement leur rôle, l'organisation des retours parfaits grâce au respect des consignes de sécurité. Nous disons donc merci à notre reporter Edmond Fotui pour ce brillant travail. Bienvenue donc à tous ces pèlerins camerounais qui étaient justement du côté de la Mecque. Nous espérons que les prières qui ont été invoquées de ce côté porteront pour la paix au Cameroun. Nous allons également être de tout cœur avec El Hadj Fifen Soulé qui était un patriarche qui nous a quittés exactement il y a 1 an. C'est lui qui avait contribué fortement à réhabiliter cet aéroport de Koutaba. Il n'est donc plus de ce monde et que son âme repose en paix. El Hadj Fifen Soulé. Nous vous l'avons dit la semaine dernière, nous terminons par ces ouvrages du ministre de l'administration territoriale Paul Atanga-Ndji. C'est donc cet ouvrage écrit par le MINAT, le premier ouvrage donc de ce dimanche. Il a voulu au nom du président du groupe La Météo, M. Dieudonné Von, qui me charge donc de remettre ces ouvrages à certains de nos panélistes. Je commence par Robert Wafo. Robert Wafo, le ministre de l'administration territoriale, le ministre Paul Atanga-Ndji, vous offre son ouvrage qui est intitulé « Comprendre le sens de mon combat permanent pour le respect de la légalité républicaine ». 37 ans de fidélité sans faille au président Paul Biya et aux institutions républicaines. Je vous le remets solennellement. Ok, je vous remercie de me l'avoir remis. J'aurai le temps de parcourir, n'est-ce pas, ce qui est écrit dans ce livre. Un ouvrage de 391 pages. Et manifestement, d'apporter mon jugement. Très bien. Le deuxième ouvrage, le ministre a voulu également que je remette cet ouvrage au docteur Valère Bessala. Docteur Valère Bessala, le ministre Atanga-Ndji vous offre son ouvrage et je vous le remets solennellement. Voilà. Vous allez remercier monsieur le ministre. Il
n'est pas mon ami politique pour moi, c'est vrai, mais bon, on ne refuse pas la connaissance, donc je vais m'imprégner de ce qu'il y a écrit. C'est votre patron. Même comme c'est administratif et interne, ce que vous dites, mais il se comporte pas toujours très bien envers le peuple camerounais que nous défendons. Allez d'abord lire son programme. Donc, j'ai déjà dit que je vais le lire, puisque si je suis arrivé au niveau où je suis, c'est parce que je lis, donc je dois toujours m'informer. Peut-être ça me permettra de mieux le connaître et mieux voir et mieux comprendre en fait sa psychologie qui n'est pas toujours socialement acceptable par tous les Camerounais. C'est encore une opinion. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Hein. Merci à Léonce Awana, merci à Madame Abega, merci au docteur colonel Didier Badjek, merci à Robert Wafo, au docteur David Eboutou, merci également à docteur Valère Bessala. N'oubliez surtout pas la rediffusion de ce programme ce soir à partir de 21h, sans oublier la deuxième rediffusion qui interviendra demain à partir de 14h. Nous disons merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles. En vous souhaitant de passer une bonne fin de semaine, nous vous posons néanmoins une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?